Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Olga. Bonjour Olga. Bonjour. Ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Alors Olga, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, je m'appelle Olga Verger. Je suis praticienne et consultante en Ayurveda depuis à peu près 8-9 ans. Et je suis aussi astrologue védique. Donc, je pratique le Jyotish depuis à peu près 7 ans. J'ai commencé à apprendre à New Delhi, en Inde, avec Dr Rao, en Bharatiya Vidya Pravan. Donc, c'est le premier institut védique ouvert aux étrangers, qui était ouvert aux étrangers. Et voilà, ensuite, j'ai fait d'autres formations et depuis 2 ans, je fais partie de la lignée traditionnelle parampara de Pandit Sanjay Ratra. Donc, c'est la lignée qui vient de l'Est de l'Inde, de Jagannath Puri. Et donc voilà, je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir apprendre Jyotish avec mon guru, mon Jyotish Guru Pandit Sanjay Ratra. Voilà, et donc j'essaie maintenant depuis 2 ans de pratiquer Jyotish dans le cadre de la lignée, de l'enseignement qui est dispensé par cette lignée traditionnelle. Voilà, donc je pratique les deux et je pratique pas mal de Jyotish ayurvédique, c'est-à-dire que dans presque chaque consultation, j'essaie d'appliquer des principes de l'Ayurveda, des principes de connaissances ayurvédiques dans l'étude de thème astral quand je fais ça pour mes clients. Voilà. Ah, c'est génial parce que tu as un parcours qui est absolument incroyable avec du coup des maîtres qui sont excellents. Du coup, j'ose imaginer les connaissances que tu dois avoir. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais parler Ayur Jyotish avec toi parce que on en entend de plus en plus parler. Mais je pense que ça reste un petit peu flou peut-être pour certains, ou en tout cas pour nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le but de l'Ayur Jyotish, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on se sert de cet outil? Oui, en effet, c'est très intéressant, c'est très passionnant, en tout cas pour moi. Voilà. Aujourd'hui, quand on se rencontre, 3 planètes se trouvent dans Ashvini et une planète en Pushya, la Lune est en Pushya. Donc tout ça, c'est une combinaison parfaite pour parler de l'Ayurveda, de la guérison, des méthodes de traitement de maladies. Voilà, donc c'est pas par hasard qu'on se rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le Jyotish ayurvédique? Donc il faut savoir que Jyotish, l'astrologie védique et l'Ayurveda, ce sont les sciences sœurs. Donc, il y a le Vastu à côté, le yoga, il y a d'autres connaissances qu'on connaît moins en Occident comme Marmavidya, Pranavidya, etc. Donc il y a plusieurs connaissances qui peuvent être associées. Tout ça, ça provient des Védas. Donc vous connaissez bien sûr que les Védas sont les textes les plus anciens connus par l'humanité. Donc il y a les 4 Védas de base. Et ensuite, il y a les Upanishads, les Puranas et les textes de Moyen-Âge qui sont des textes spécifiques de Jyotish, comme Brihat Parashastra ou Faladipika et autres textes. Et en Ayurveda, on a aussi des textes comme Charaka, Samhita et d'autres textes qui sont vraiment les principes de base. Toutes ces sciences proviennent des mêmes sources, du coup, ça utilise les mêmes principes, absolument les mêmes principes. Et si vous connaissez un petit peu de Jyotish, si vous connaissez vraiment les bases de Jyotish, il n'y a pas de souci pour apprendre un peu plus dans l'Ayurveda. En ce qui concerne Jyotish, pour pratiquer l'astrologie ayurvédique, il faut appliquer toutes les connaissances que vous avez, donc les connaissances sur les grahas, les nakshatras, les maisons, les rasis, les vargas, les yogas, tout ce que vous connaissez. On utilise beaucoup le panchanga aussi, donc tout
tout type de connaissances que vous avez peuvent être utiles en astrologie ayurvédique. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il faut savoir étudier et interpréter les positions planétaires et l'ensemble du thème astral védique. En ce qui est l'Ayurveda, ce qui peut être utile, c'est avant tout de comprendre ce que c'est Prakriti et Vikriti. Donc, Prakriti, c'est notre nature innée, c'est la nature, la proportion des éléments qu'on reçoit à la naissance, à la conception plutôt, à la naissance. Et Vikriti, c'est les changements qu'on a en cours de la vie. Donc, les éléments vont bouger, comme c'est assez... donc, c'est toujours un mouvement et quand ça change, c'est les Vikriti, donc notre état actuel. Ensuite, ce qu'il faut connaître aussi, en tout cas c'est utile, c'est de connaître les tratus, donc c'est-à-dire les tissus, la vision ayurvédique sur les organes, sur les tissus, sur les systèmes de l'organisme, sur les shrotas, qui sont les canaux, les nadis, les chakras. Donc, ce sont des connaissances assez importantes en Ayurveda. Le principal, je pense que c'est Prakriti et Vikriti et la corrélation entre les doshas et les organes. Donc, quel organe va être associé avec quel dosha pour pouvoir donner avec précision la maladie, faire le diagnostic et pouvoir proposer éventuellement un traitement. Un traitement peut-être, c'est un peu plus poussé, c'est peut-être réservé plus aux personnes qui connaissent l'Ayurveda assez profondément. Voilà, donc pour moi, ça c'est les notions de base qu'il faut avoir pour pratiquer le Jyotish ayurvédique. Après, c'est vrai que cette spécialité médicale, elle est considérée comme une des plus complexes dans le Jyotish. Donc, parce que déjà, il faut apprendre à interpréter le thème védique, parce que autrement, si vous ne connaissez pas les yogas, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et j'imagine qu'il y a aussi une notion de karma, dans une certaine mesure, de prédiction aussi de la maladie, notamment avec les Mahadasha ou les Bhukti, donc ces périodes planétaires qui peuvent aussi déclencher, ou au contraire, guérir d'une maladie. Tu parlais du Panchang tout à l'heure, du calendrier lunaire, qui effectivement est nécessaire, même d'ailleurs si on n'est pas astrologue et qu'on n'est que praticien en Ayurveda, puisque pour commencer un traitement, c'est toujours mieux quand les astres sont dans de bonnes dispositions. Et comme tu l'as soulevé, on a aujourd'hui ces nakshatras de Ashwini et Pushya qui sont réveillés et qui sont vraiment, pour le coup, associés aux soins. Oui. Oui, surtout Ashwini, c'est gouverné par Kumara Ashwini, donc deux frères guérisseurs, les deux fils du soleil. Et en effet, donc Ashwini sont les guérisseurs ayurvédiques qui ont la connaissance de l'Ayurveda. D'ailleurs, les personnes qui pratiquent l'Ayurveda doivent prier. Normalement, ils doivent prier Ashwini pour avoir cette connaissance de comment guérir, comment connaître les plantes, voilà, des choses comme ça. Donc, concernant ta question, oui, en effet, les objectifs ici, ça serait avant tout de déterminer une partie de corps qui va être malade. Donc, comment on détermine ça à partir de notre thème natal. Donc, l'astrologie est faite traditionnellement pour un bébé qui vient de naître. Donc, le bébé de quelques jours, vous devez pouvoir dire que à tel âge, il va avoir un tel problème de santé pour pouvoir prévenir, pour pouvoir éventuellement apporter des remèdes pour éviter ou diminuer les effets négatifs. Donc, traditionnellement, quand le bébé est né, on invite un astrologue qui fait ses prédictions.
Et bien sûr qu'on détermine une partie du corps, donc pourquoi cette partie du corps, cet organe va avoir un problème avec à la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a le karma derrière, donc on sait que notre thème natal, ce n'est rien que prarabdha karma, donc le karma qui va être vécu dans cette incarnation. Donc, on a fait quelque chose dans des vies antérieures et on a semé quelque chose et aujourd'hui, on obtient le fruit. Donc, quand on voit des problèmes dans un thème natal, ça veut dire que d'un côté, ça va donner des événements peut-être négatifs dans la vie et de l'autre côté, ça va donner des problèmes de la santé. Donc, on cherche avant tout des positions, des influences négatives. Parce que si, par exemple, votre maison 1 est très forte, elle n'a pas d'influence négative, ça veut dire que globalement, la santé va être bonne. Donc, ensuite, on va chercher en effet la période qui va donner cette maladie, parce que on a vu, par exemple, que la maison 4 est reçoit beaucoup d'influences négatives. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes de santé associés à la maison 4, c'est-à-dire le cœur, la cage thoracique, les poumons. Et ensuite, voilà, vous avez un bébé de quelques jours. Comment vous pouvez dire si ça va être à quelques mois après la naissance ou quand la personne va avoir 70 ans ou 90 ans. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les périodes des dashas, même Vimshotari Dasha, Ashtotari Dasha, Narayana qui marche bien, Narayana Dasha, qui marche bien pour les prédictions, ensuite les transits, bien sûr. Donc, tout ça, ça doit être confirmé par plusieurs facteurs, par plusieurs dashas. On doit pouvoir déterminer la gravité de la maladie, de problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des possibilités de soigner ou c'est pas possible du tout parfois, bon, malheureusement c'est comme ça. Donc quand on détermine la gravité, on peut aussi voir la longévité. Normalement c'est aussi quelque chose qui est assez important de faire, c'est d'apprécier quelle sera la longévité, la force vitale généralement chez la personne. Et ensuite, l'objectif de l'Ayurjyotish, c'est d'apporter des solutions, de proposer des traitements. Par exemple, les nakshatras peuvent nous indiquer les plantes, les marmas. Les marmas sont les points énergétiques dans le corps énergétique. Donc, on a aussi une possibilité de guérir à travers des marmas, des mantras, des plantes et tous les autres outils de l'Ayurveda ou de Jyotish. Donc, en Ayurveda, on utilise plus les plantes et éventuellement des soins, des cures. En Jyotish, on va utiliser les pierres précieuses ou les mantras ou d'autres upayas qui sont assez nombreux et ça va être en fonction du thème. Voilà. Et en effet, on peut choisir, ça c'est assez important, on choisit le début de traitement en fonction des positions planétaires, de mouvements de la Lune, de Panchanga. On choisit aussi l'ascendant pour débuter un traitement ou une prise de médicaments peut être commencée par un moment précis. Ensuite, bien sûr, s'il y a une intervention chirurgicale ou des traitements plus lourds comme la chimio ou autre, ça c'est assez important en effet de choisir, de bien réfléchir à quel moment il faut commencer un traitement pour qu'il soit le moins nocif et le plus efficace possible. Surtout avec des traitements qui peuvent être lourds, comme des chimios, c'est clair que autant vraiment choisir le moment précis où on pourra en tirer les plus gros bénéfices. Oui. Tout ce qui concerne les traitements lourds, tout ce qui concerne une intervention chirurgicale. Donc, normalement, en Inde, vous savez, en Inde, les Vaidyas
médecins qui pratiquent l'Ayurveda. Le plus souvent, ils connaissent la médecine occidentale, plus la médecine ayurvédique et plus un peu de Jyotish pour justement choisir le bon moment. Et s'il y a une intervention chirurgicale, vous savez qu'il ne faut pas endommager les marmots, donc ils connaissent les endroits où il ne faut pas couper, il ne faut pas endommager la peau. Donc c'est très très large et très vaste. Il y a plein de choses. Le plus souvent dans une consultation de Jyotish médical, on ne peut pas aller dans ces précisions comme ça. Mais en effet, on peut vous demander de choisir une date et un moment quand il faut commencer les traitements. Bon, dans notre société occidentale, ça va être un peu compliqué de dire à votre médecin je veux être opéré à tel jour, à tel moment. Mais on fait comme on peut, voilà, donc on s'adapte. Mais en tout cas, ça peut être intéressant dans le sens de déterminer, en effet, comme tu as dit, les dashas, les bhuktis, qui vont être bénéfiques ou négatifs pour l'état de santé. Bien sûr qu'on fait attention à tout ça. Et c'est même aussi quelque chose qu'on peut mettre en application, je pense notamment à la chirurgie esthétique, parce qu'on vit quand même dans un monde rempli de choses incroyables. Aujourd'hui, on fait aussi de la chirurgie esthétique, et même pour ces actions-là aussi, ça peut être intéressant de regarder le penchant pour faire du coup un choix judicieux si on décide de faire de la chirurgie aussi, parce que voilà, même si c'est esthétique, ça reste quand même une action médicale voilà, qui peut, comme tu le dis, endommager du coup ce corps énergétique. Alors du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles du coup aussi de ce corps énergétique, de ces marmas. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur comment est-ce que toi tu utilises ces corps énergétiques avec la vision de l'Ayurveda et du Jyotish? Alors, c'est vrai qu'en Jyotish, j'utilise pas beaucoup les marins. Je n'ai pas l'occasion, en fait. Depuis les confinements, je pratique de moins en moins de soins ayurvédiques. Je pratique plus du tout, presque. Voilà, donc avant, je faisais les soins de marma. Puisque c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai fait une formation en Inde aussi pour les marmas, les marmathérapies. Et en fait, on peut faire le diagnostic des marmas, mais c'est assez subtil. C'est une science assez poussée. Je dirais que c'est aussi une science qui n'est pas révélée aux Occidentaux. Bon, c'est des connaissances secrètes, donc on ne connaît pas grand-chose là-dessus. Je peux expliquer comment je fais dans les soins ayurvédiques, mais c'est plus les sensations, l'intuition. Et puis, oui, il y a la connaissance, bien sûr, que je connais les marmas et leur fonction dans le corps énergétique. Mais voilà, donc il y a, pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a un livre de Dr David Froley qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a Marmathérapie, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver ça en anglais et même peut-être en français. Ce bouquin qui est très riche, qui explique tous les marmas. Et éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, je vais proposer de trouver ce bouquin. Mais voilà, dans les nakshatras, on a 108 padas dans le zodiaque, on le sait. Et il y a 107 marmas et un marma qui reste secret. Donc, chaque nakshatra possède 4 marmas. D'ailleurs, on peut parler déjà de comment se situe, comment déterminer les parties du corps ou les parties des organes qui vont être associées au nakshatra. Donc, en astrologie, on sait que les nakshatras ont donné naissance aux
signes du zodiaque, 12 signes de zodiaque solaire et 27 ou 28 nakshatras lunaires. Donc les nakshatras étaient à la base et ont donné naissance au signe solaire. Donc c'est par exemple quelque chose qu'on utilise dans la détermination des parties du corps qui sont problématiques. Comment est venue cette connaissance? Par exemple, c'est décrit dans les Puranas. Il y a Vamana Purana. Vamana Purana, les Puranas sont les histoires mythologiques. Donc, dans cette histoire mythologique, le sage Pulastya explique que Shiva a dansé sa danse Tandava. Donc, Tandava, c'est la danse destructive. Donc, et quand il a dansé cette danse, son corps a occupé tout le zodiaque. Et comme ça, les signes du zodiaque se sont formés. Donc, par exemple, il dit au début que les constellations entières d'Ashvini et de Prarani et le premier pada de Kritika ont formé le signe Mesha, donc bélier, qui représente la tête de redoutable Mahadeva. Mahadeva, c'est Shiva. Et donc, après, il y a toute la description de chaque nakshatra. Donc, c'est comme ça qu'on sait que, par exemple, Mesha, bélier, va correspondre à la tête. Et on a 2 nakshatras entières plus un pada dans ce bélier. Donc, on a en tout 9 padas. Et chaque pada va contenir un mantra, un son spécifique qu'on appelle akshara. Donc, le son, les sons sont donc il y a les sons de sanskrit qui va être associé, chaque son va être associé au pada. Et on a par exemple des plantes qui sont associées au pada. On a aussi les marmas, les nadis. Les nadis sont les méridiens. Voilà, donc il y a plein de choses dans chaque pada. Chaque pada, ça fait 3 degrés 20 minutes donc, de zodiaque. Voilà, donc par la connaissance des Puranas, on sait que les nakshatras forment les signes de zodiaque. Et chaque signe de zodiaque va représenter une partie du corps. Donc, voilà. Et ensuite, il y a plusieurs techniques. En fait, parfois on dit que c'est la danse de Shiva qui a formé le zodiaque. Parfois, c'est aussi, on parle de Kalapurusha. Kalapurusha, c'est l'homme cosmique. Donc, on dit que c'est le corps de Vishnu. Ça, c'est une autre vision. Et il y a une autre association des nakshatras et des parties du corps. Donc, le plus souvent, ce que moi personnellement j'utilise, ça s'appelle Nara Nakshatra Chakra. Chakra, c'est le zodiaque. Nakshatra, c'est les nakshatras. Et Nara, c'est un homme. Donc, Nara Nakshatra Chakra, c'est le corps de Vishnu qui est divisé en nakshatra, 27 nakshatras, et chaque nakshatra va signifier telle ou telle partie du corps, tel ou tel organe. Donc ça, c'est un enseignement qui est donné par Sanjay Rath et son parent par la lignée traditionnelle. Mais sinon, avant, ce que j'ai appris auprès de Dr Rao, c'était Kalapurusha qui est le plus connu. Donc, en fait, la tête, c'est le premier signe de zodiaque. Deuxième signe de zodiaque, c'est le visage et le cou. Troisième signe de zodiaque, c'est la zone des épaules, les bras et les mains. Quatrième, donc, le cancer, ça va être le cœur, les poumons, la cage thoracique. Cinquième, c'est le bas du cœur et le début d'estomac. Donc, cinquième. Sixième, c'est
les intestins, tout ce qui va autour du nombril. Là, on est vers balance. En balance, c'est la zone de reproduction, le bas du ventre, la vessie. Huitième, c'est scorpion, donc c'est la zone de l'élimination, anus, rectum. Ensuite, neuvième, c'est les hanches. Dixième, c'est le genou, donc les jambes et les genoux. Capricorne. Ensuite, il y a un verseau. Le verseau, c'est tout ce qui est les articulations. Donc aujourd'hui, on est le 27 avril 2023, on a Saturne qui est en Verseau et qui est influencé par Rahu depuis le signe de Bélier. Donc les articulations, les tendons, les cartilages sont très sensibles. En fait. Les gens qui sont prédisposés vont avoir des problématiques là-dedans suite au transit. Et le dernier signe, ce sont les pieds et les plantes de pieds de Vishnu, de Kavapurusha. Voilà, donc ça c'est très la vision la plus connue, la plus répandue qu'on peut utiliser tout à fait. Donc déjà rien que dans le transit aujourd'hui, on voit que il y a deux planètes négatives, Soleil et Rahu, qui sont positionnées dans le Bélier. On a Mercure qui est rétrograde et Jupiter en Gandanta. Donc tout ça, ça indique que les fonctions cérébrales, tout ce qui concerne la tête et le Soleil qui est éclipsé par Rahu peut causer par exemple des AVC, des problèmes d'hypertension. Le Soleil qui est éclipsé peut donner des problèmes des yeux, de vision. Voilà, donc tout ça, c'est déjà une indication que pour tout le monde, il y a le transit qui est pour tout le monde, qui est problématique pour tout ce qui est la tête. Donc Rahu, il influence beaucoup la tête. Et oui, puis c'est la tête, en 2023. C'est la tête du démon aussi, donc c'est vrai qu'il représente vraiment bien cette image, du coup. Oui, c'est l'éclipse. Donc Rahu, c'est la cause de notre réincarnation. C'est la planète la planète qui porte le plus de tamas. C'est Rahu, et donc sa présence dans la tête de Kalapurusha, bien sûr que c'est problématique pour tout ce qui est la connaissance védique, pour tout ce qui est la vision claire, sans illusion, sans confusion. Donc aujourd'hui, en 2022-2023, on est beaucoup dans la confusion, dans des idées fausses. Et au niveau du corps physique, ça peut donner des problèmes dans la tête, dans les fonctions cérébrales. Donc, bien réfléchir avant de prendre une décision, ce serait peut-être le maître mot de cette période aussi, puisque ça peut apporter, je pense, pas mal de confusion aussi. Oui, c'est surtout négatif pour nous qui pratiquent les sciences védiques, parce que on peut être trop matérialiste. Rahu, c'est une énergie très matérialiste, très illusoire. Et je sais pas, moi personnellement, je sens que je suis trop préoccupée par... en fait, il y a une partie de ma vie qui est matérielle, qui occupe trop de place dans la vie, et je peux rien faire. Je peux rien faire jusqu'à fin 2023. Je pourrais pas terminer cette partie, en tout cas pour la réduire sa présence dans ma vie. Donc moi, je la vois comme ça. Et sinon, voilà, pour revenir vers la santé, ça donne des soucis de système nerveux, des fonctions cérébrales, les yeux, les sinus, donc tout ce qui peut être
tout ce qui peut donner des problèmes de santé dans la zone de la tête. Donc c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas du coup que ces Mahadasha ou que ces placements innés, il y a aussi ces transits qui ponctuellement aussi peuvent venir nous affecter. Donc c'est vraiment important de les prendre en compte quand on fait de l'Ayurveda Jyotish. Avant qu'on débute ce podcast, on a échangé un petit peu ensemble et on avait mentionné les chakras avec l'Ayurveda Jyotish. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu les utilises, comment tu travailles avec, qu'est-ce que c'est peut-être aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, les chakras, c'est très intéressant parce que ça permet de voir le corps de façon assez simple. En tout cas pour moi, je ne sais pas comment pour les autres. C'est une façon simplifiée de voir ce qui va être problématique et ce qui va marcher bien chez une personne. En tout cas, les chakras, tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est les chakras? Donc, on sait que notre corps, ce n'est pas juste le corps physique. On a 5 couches de notre corps. D'accord? Donc, on parle de Panchamaya Kosha, Pancha 5, Kosha couche ou enveloppe, et Maya illusoire. Donc, 5 couches illusoires qui couvrent notre âme. On le connaît bien en yoga, en ayurveda. Je ne sais pas si les gens qui pratiquent Jyotish qui connaissent ça, mais en tout cas, vous pouvez trouver cette information assez facilement. Panchamaya Kosha, le premier corps grossier, c'est le corps de la nourriture. Le deuxième corps, c'est le corps pranique, c'est-à-dire le corps énergétique. On va parler de ça aujourd'hui. Donc le corps énergétique, il est un peu plus grand que le corps physique. Il dépasse habituellement de 3-4 cm au-dessus. Il est au-dessus de 3-4 cm du corps physique. Donc du coup, on appelle souvent ça un aura. Donc il y a des gens qui voient des couleurs dans les auras, des choses comme ça. Donc c'est des gens qui ont des capacités de voir le corps pranique. Donc, pour ceux qui pratiquent le yoga ou une pratique spirituelle, ils vont avoir le corps pranique qui est beaucoup plus grand. Donc, à peu près, je dirais, 10-15 cm ou voire plus. Donc, le corps pranique, pour une personne qui est malade d'une maladie chronique, qui est affaiblie, il va être très fin, très affaibli. Donc, on va parler surtout de ce corps énergétique. Mais sinon, voilà, les corps suivants, c'est le corps mental, le corps de la connaissance et le corps de la béatitude. Le dernier corps, c'est le corps de béatitude. Donc, tout ça, c'est 5 enveloppes de notre âme. C'est ce que l'âme prend. Elle prend ces enveloppes pour s'incarner. Et donc, il y a, voilà, on parle surtout du corps pranique. Dans le corps pranique, on a 72 000 nadis, donc 72 000 méridiens, qui sont décrits comme des ruisseaux et des rivières de prana. Donc, prana, c'est la force vitale. Donc, notre force vitale, elle coule dans des rivières, plusieurs rivières dans le corps pranique. Donc, ça veut dire que ça dépasse notre corps physique. C'est pour ça que on ne se sent pas bien dans une foule. Notre corps pranique est dérangé par d'autres énergies. Donc, quand ces rivières se croisent, ça commence à tourner. C'est un tourbillon qui se forme et ça forme ce qu'on appelle un chakra. Chakra, en sanskrit, ça veut dire une roue. Donc, ça tourne dans un sens, normalement dans le sens des aiguilles de montre, et ça forme des chakras. Il y a plusieurs chakras dans le corps. Et le plus souvent, on parle de sapta chakra, sapta 7 chakra. Donc, il y a 7 roues principales dans le corps. Et vous avez certainement vu des images un peu partout. Donc, il y a plusieurs écoles qui disent que
Les couleurs peuvent être différentes. Ce qui reste le même, c'est les yantras qui sont associés à chaque chakra. Mais sinon, après, bon, il y a certaines différences dans la vision des chakras. Il y aura des différences, on va parler des planètes qui sont associées à ces 7 chakras. Et parfois, il y a des différences. J'ai vu plusieurs façons de le voir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter juste la façon comme moi je l'utilise. Donc ça va être fait à travers des tattvas. Les tattvas sont, autrement on les appelle les éléments de la nature. Donc il est dit dans les textes védiques que la création manifestée, l'univers manifesté, est fait à partir de 5 éléments. Donc, tout l'univers et nous-mêmes sont faits que de 5 éléments. Donc, le mot élément, c'est une mauvaise traduction. En fait, les tattvas sont les états de la matière, les états de l'énergie. Donc, la matière et l'énergie, on sait maintenant par la physique quantique, elle commence à découvrir ce qui était connu en yoga. Donc, l'énergie et la matière, c'est la même chose, en fait. Et donc, dans les Védas, c'est décrit comme les tattvas. Donc, on dit de façon simplifiée que ce sont les éléments. Donc, il y en a 5. L'akash, c'est l'éther, l'élément le plus subtil. Ensuite, vayu, le vent. Agni, le feu. Jala, l'eau. Et prithvi, la terre. Donc, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ce sont les états de la matière ou les états de l'énergie qui créent le monde manifesté. Donc, autrement, on l'appelle ça Prakriti, la nature. Donc, si vous connaissez le Jyotish, vous savez que ces 5 éléments forment le Panchanga. Le Panchanga qui est le calendrier lunaire et solaire en même temps. Donc tout ça, c'est pour décrire, le Panchanga sert à décrire l'état de la matière aujourd'hui. Donc pourquoi on consulte Panchanga? Pour comprendre quel est l'équilibre des éléments aujourd'hui. Et il y a 5 éléments dans Panchanga qui correspondent à 5 tattvas. Voilà, donc en tout cas, c'est une information de base en Jyotish. Et du coup, on va utiliser le Panchanga pour faire une analyse d'un thème astral. On commence par l'analyse de ces éléments. Voilà, donc les chakras, en revenant vers les chakras vont être associés à ces tattvas. C'est-à-dire que les chakras, comme toujours, on ouvre une boîte et à l'intérieur, il y a encore plusieurs boîtes. Donc, les chakras, chaque chakra, il va être associé à un élément. Donc, je dois me rectifier, c'est peut-être pas chaque chakra, parce qu'on a 7 chakras et on a 5 éléments. Donc, on va voir que il y a 5 chakras qui sont associés à 5 éléments. Et on a 7 chakras qui vont être associés aux planètes, aux fonctions dans le corps physique, aux fonctions dans le corps émotionnel et mental, qui est Mana Maya Kosha, le 3e corps. C'est associé aussi au 4e corps, qui est Vijnana Maya Kosha, donc l'enveloppe de la connaissance. Mais on ne va pas aller dans des structures plus subtiles. On va rester plutôt dans la compréhension assez accessible, c'est-à-dire le corps physique et peut-être le corps émotionnel et énergétique. Du coup. Donc voilà, les 7 chakras, on peut les trouver, il y a beaucoup d'images sur Internet, dans des livres. Il y a un livre magnifique de... alors, j'ai oublié le nom, désolée, je vais le retrouver après. Un
En tout cas, il y a plusieurs livres sur le yoga, sur l'Ayurveda qui expliquent le système de chakras. Donc, on va voir ça à travers de Jyotish aujourd'hui. Le premier chakra, c'est Muladhara chakra. Muladhara, c'est le chakra racine qui est situé au niveau de l'anus. C'est l'élément de la terre, Prithvi. Il est gouverné par Bouddha, Mercure. Donc, l'élément de la terre est associé à la planète Mercure, Graha Mercure. Qu'est-ce que ça représente dans notre corps mental? C'est la sensation de sécurité, le sentiment de stabilité et notre stabilité matérielle. C'est-à-dire, c'est la racine, c'est la base, donc la nourriture, la protection, la sécurité, le sommeil, le sexe, donc la nourriture, tout ça, c'est les fonctions de base pour avoir une stabilité dans la vie. Et la planète Mercure va être associée à l'élément de la Terre et du coup au chakra racine. C'est-à-dire que si on observe le ciel aujourd'hui, on voit que Mercure reçoit beaucoup d'influences négatives. Il est sous influence de Rahu, de Soleil, de Saturne, il est en échange avec Mars. Donc, en Jyotish, on dit que c'est une malédiction. Donc, une personne qui est née avec en plus, il est rétrograde. Donc, si un bébé est né avec une position comme ça, on va dire que sa stabilité, le sentiment de sécurité dans sa vie, ça va être très problématique. Donc, il va être toujours en recherche de se mettre à l'abri, à se stabiliser. Donc, il y aura des problèmes liés à ça dans le corps mental. Et au niveau du corps physique, c'est tout ce qui est notre structure. Donc, c'est l'os, les muscles. C'est aussi lié du coup à l'anus, rectum, aux jambes, aux pieds. Puisque c'est le système osseux, c'est aussi les dents et le côlon qui est associé au chakra racine. Et les glandes ici sont les glandes surrénales. Donc, pour chaque chakra, on va retrouver les glandes, la sécrétion des hormones et aussi associées au chakra et aux éléments de la nature. Voilà, le chakra suivant, c'est Svadhisthana. Svadhisthana, c'est le chakra sacré qui se trouve au niveau de sacrum, à peu près plus juste 2-3 cm plus haut que Muladhara chakra. Son élément, c'est l'eau. En sanskrit, c'est Jala. Et la planète associée ici, c'est Shukra, Vénus. Donc, dans notre mental, c'est la créativité, la fluidité, les émotions, les plaisirs. C'est lié au chakra Svadhisthana, au chakra sacré. Les organes ici sont utérus, rein, vessie, tous les systèmes reproductifs, les organes génitaux. Voilà, donc si par exemple dans un thème vous avez Shukra qui est rétrograde, ça veut dire soit il y aura trop de créativité ou trop peu de créativité. Et il y aura quelques soucis éventuellement dans les organes cités, dans cette zone citée. Le troisième chakra, c'est Manipura. Manipura qui est situé un peu plus bas que le nombril, au niveau de nombril. L'élément ici, c'est l'élément du feu, Agni. Le graha, c'est Mangala, la planète Mars. Donc Manipura est associé au contrôle de soi, à la vitalité, à la volonté, spontanéité. Donc l'assurance de soi vient de la zone de nombril qui est associée à Mangala. Les organes ici sont l'estomac, la rate, pancréas, vésicule biliaire,
foie, intestin grêle, abdomen. Toute la zone de la digestion et la zone de l'abdomen. Si c'est problématique, il faut voir si Mars se porte bien. Alors, on remonte au chakra Anahata. Anahata, c'est le chakra du cœur. L'élément ici, c'est l'air ou vayu en sanskrit, vayu. On a la planète Shani, Saturne, qui est associée au sens de toucher et à l'air. Donc, on a au niveau du corps mental et émotionnel, c'est tout ce qui est l'amour, la compassion, le pardon, la tolérance, tous les sentiments positifs et négatifs et l'acceptation de soi. Donc, dans la moitié des thèmes que vous étudiez, vous avez Saturne rétrograde. Donc, ça veut dire que la compassion, les sentiments, l'acceptation de soi peut être réprimée ou peut présenter des déséquilibres. Si en plus Saturne est mal positionné, ça peut donner des problèmes à ce niveau-là. Donc, les organes ici sont le cœur, les poumons, la peau, les mains, les bras, la cage thoracique, les bronches. Et la glande ici, c'est thymus, qui est situé un peu plus haut que le cœur. Le chakra suivant, c'est le chakra de la gorge, Vishuddhi en sanskrit. L'élément ici, c'est l'éther ou l'espace. En sanskrit, ça s'appelle Akash ou Akasha. Donc, c'est un peu le mot à la mode actuellement, Akasha, on en parle beaucoup. Donc, c'est le chakra de la gorge qui est géré par la planète Jupiter, ou en sanskrit, on l'appelle Guru ou Brihaspati aussi. C'est un nom qui vient de la tradition. Dans la tradition, on appelle Guru Brihaspati. C'est la planète, c'est Brihaspati. Alors, le chakra de la gorge, c'est la communication, l'inspiration, la purification. Donc, une des fonctions importantes, c'est la purification. Vishuddhi, ça veut dire purification, en fait. Expression de sa créativité et la vérité. Donc, quand vous avez gourou avec des influences négatives, ça veut dire qu'on a du mal à exprimer la vérité. Et souvent, ça donne des problèmes. Il y a beaucoup de gens avec des problèmes de la thyroïde, du cou, de la gorge, la voix, les cervicales, les épaules. Les mâchoires peuvent être touchées par... donc, en fait, comme c'est géré par ce chakra, il y a peut-être des soucis à ce niveau-là. Et on en voit beaucoup, presque. Chaque personne en a quelque chose, soit aux épaules, soit aux cervicales, soit à la thyroïde. Voilà, donc on remonte au troisième œil. Le chakra s'appelle Ajna, ou Ajna, parfois on dit Ajna. Alors ici, on a deux grahas, Surya et Chandra. Soleil et la lune gèrent un seul chakra. Donc ce chakra, il gère notre sagesse, la capacité à discerner les choses, discriminer les choses, et tout ce qui est la connaissance. Aussi l'intellect, bien sûr, c'est notre troisième œil. Donc ça, c'est très connu, le troisième œil de Shiva. Le troisième œil, il y a beaucoup de méditation, yoga, et c'est très, très connu. Donc, dans le corps physique, on en a parlé aujourd'hui un petit peu, c'est le cerveau, tout le crâne, sinus et les yeux surtout, puisque le soleil et la lune représentent les yeux. Voilà, donc on a déjà vu 6 chakras. On a utilisé toutes les planètes, donc il y a 5 planètes
comme Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. On a 2 planètes, Soleil et la Lune, dans le chakra du 3e œil. Et le dernier chakra, le 7e, ça s'appelle Sahasrara. Sahasrara, il dépasse, ce chakra, il est au-delà de la tête, il dépasse le corps physique. Il n'est pas dans le corps physique. Donc on parle du corps pranique ou énergétique. Et donc il y a le dernier chakra qui est au-delà du corps physique. Donc ce chakra, il gère notre spiritualité et notre capacité à l'union avec le divin. Ensuite, on ne fait pas d'analyse de ce chakra parce que c'est déjà la connexion au divin. Ça dépasse notre capacité à comprendre de façon rationnelle ou émotionnelle. C'est au-delà de notre compréhension et au-delà des planètes. Donc, ça ne concerne pas le prarabdha karma. Donc, on a parlé un petit peu de karma. Les planètes qu'on a vues, ça va représenter des points positifs et négatifs en même temps pour le karma. Et là, dans le Sahasrara chakra, ça dépasse le karma. Donc, on sait en astrologie qu'il y a la grâce divine qui peut être accordée à n'importe quel être vivant. Donc, Sahasrara chakra, c'est l'union avec le divin. Ça peut quand même être associé au haut du crâne. Donc, il y a un marma qui est important ici. Donc, il y a plusieurs marmas sur le haut du crâne qui sont associés à ce chakra. Mais bon, voilà, normalement, d'après la pratique du yoga que j'ai depuis plusieurs années, on ne fait pas de méditation sur le Sahasrara, on ne fait pas de concentration là-dessus et on ne le traite pas dans un thème astral. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais pas du tout le même système d'association des planètes au chakra. Alors, je sais qu'en astrologie et comme dans plein de sciences yogiques, il y a beaucoup de systèmes qui sont différents. Moi, j'avais tendance à associer Vénus au cœur et Saturne, par exemple, au chakra racine. Mais finalement, la façon dont tu le présentes de ton côté, ça fait beaucoup de sens. En tout cas, c'est très sensé pour moi, puisque, bah, comme tu dis, Mercure est associé à la Terre, le chakra racine, c'est l'enracinement. Et ouais, vraiment, l'estime de soi aussi associée à Saturne avec le cœur. J'ai trouvé que c'était intéressant et ça me permet du coup de voir une autre parallèle. Alors peut-être que est-ce que toi tu avais déjà utilisé un autre système de chakra auparavant, ou peut-être que tu avais croisé ça dans tes lectures, ou il n'y a que ce système-là auquel tu es affilié? Oui, en fait, tu as raison, il y a plusieurs visions là-dessus. Il y a une possibilité, en fait, de ce que j'ai appris bien avant, c'était une possibilité d'étudier les chakras en fonction de leur fonction dans le corps physique. Donc oui, on dit que Vénus, il est dans le cœur. Mais Vénus, c'est les émotions qui sont liées au plaisir terrestre, au plaisir humain. Donc, c'est pas vraiment la vision yogique. Ensuite, il y a une vision qui était une fois donnée par Sanjay que j'ai du mal peut-être à appliquer. Et du coup, je n'en ai pas parlé. En fait, Saturne et Gourou va être inversé. Donc, puisque Jupiter, il exalte dans le chakra du cœur, c'est pour ça qu'on peut éprouver un très grand plaisir. C'est pas même un plaisir, c'est un état de béatitude quand vous rencontrez votre gourou. Vous éprouvez un état qui ne peut pas être décrit, en fait, un bonheur profond. Donc, c'est pour ça que Jupiter exalte en Cancer. Et le signe de Cancer est associé au cœur, au chakra du cœur. Du coup, il place Jupiter dans le chakra du cœur et Saturne est placé dans le chakra de la gorge.
Donc ça, c'est une vision. Ensuite, oui, il y a d'autres techniques. Il y a toujours plusieurs techniques, il y a toujours plusieurs écoles qui le donnent différemment. Il y a le système de chakra qui peut être analysé à travers des nakshatras, qui marche aussi bien, mais bon, ça va être un peu compliqué pour présenter. En tout cas, moi, ce que j'utilise le plus, c'est cette vision à travers des tatwas, à travers des éléments. Et là, il n'y a pas de doute parce que Mercure est toujours associé à la Terre. On ne peut pas le confondre. Shukra, c'est toujours l'eau. Mangala, c'est toujours le feu. Shani, c'est toujours le vent. Et Jupiter, c'est toujours l'akasha. Donc, on ne peut pas... Là, il n'y a pas de doute, en tout cas. Et voilà, et le soleil et la lune, c'est les yeux de Kavapurusha, donc c'est toujours le troisième œil. Donc voilà, pour moi, c'est le système qui marche le plus, en tout cas, auquel j'adhère, mais oui, en effet, il y a plusieurs points de vue là-dessus. Mais du coup, c'est intéressant que tu aies pu partager cet autre point de vue parce que je trouve que ça ouvre cette perspective et j'espère que les auditeurs l'entendront, qu'il n'y a jamais un système, il y a toujours plusieurs systèmes et quelque chose qu'on expérimente aussi soi-même. Et je pense que c'est quelque chose éventuellement que tu as pu expérimenter dans ta pratique. En particulier, j'imagine, avec l'Adurjoti, ça doit être assez pertinent quand tu diagnostiques une maladie. Tout de suite, tu regardes si la planète, à quel élément elle est associée, à quel chakra elle est associée et tout de suite, tu peux voir en fait si la pathologie ou si la problématique de la personne, elle rentre en résonance avec le placement planétaire dans le thème. Oui, en effet, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est en fait de façon, quand je commence une analyse médicale, je fais toujours une analyse des éléments à travers du Panchanga. Et en parlant des éléments, par exemple, ce qui m'est venu à la tête, l'année dernière, j'ai fait une étude que j'ai présentée dans une conférence astrologique organisée par la lignée dans laquelle je suis. Je fais une étude approfondie des maladies auto-immunes dans les thèmes Jataka. Donc, les maladies auto-immunes sont toujours une grande problématique au niveau de Ojas. Donc, quand on parle des maladies auto-immunes, il y a toujours un problème d'Ojas dans les maladies chroniques ou auto-immunes. Pourquoi? Parce que Ojas, c'est la force de la vitalité. C'est la capacité à résister à des maladies. Et donc, les personnes qui ont des problèmes avec l'élément de l'eau vont avoir un peu plus de prédisposition envers des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes ou des maladies qui causent des convalescences difficiles. Ensuite, on utilise aussi les pravas, donc les maisons, pour déterminer les parties du corps, les organes qui peuvent être touchés. Donc, même s'il n'y a pas de planète dans une maison, mais elle reçoit trop d'influences négatives, ça veut dire qu'il y aura des problèmes. La connaissance des grahas, de leur association avec les parties du corps. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a parlé de Jupiter qui est associé au cou, au cervical, aux épaules, mais il est aussi, on le sait très bien, chez les personnes qui ont le diabète, c'est aussi Jupiter qui doit participer à cette maladie. Chaque planète, on a vu juste une technique pour associer une planète à un chakra. Mais chaque planète peut être associée aussi aux organes. Donc, on sait que Jupiter gère tout ce qui est foie, vésicule biliaire, rate, pancréas. Donc, les problèmes dans
cette partie du corps, diabète. Diabète, il est toujours associé à Jupiter. Diabète, il est toujours associé à Jupiter. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jupiter gère le goût sucré. Donc, diabète, c'est la gestion de sucre par l'organisme. Bien sûr qu'il y a d'autres paramètres qui doivent être analysés. D'ailleurs, pour des maladies comme le diabète comme cancer, par exemple, il y a des positions qui indiquent qu'il y a des prédispositions vers ces maladies. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre, de découvrir qu'il y a cette prédisposition pour pouvoir proposer un remède par l'Ayurveda, par exemple, ou même par la médecine occidentale s'il y a besoin d'urgence. Donc l'Ayurveda ne traite pas l'urgence. S'il faut opérer, il faut opérer. Mais l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, la connaissance de fonctionnement de cet univers, et c'est la connaissance de notre place dans cet univers. C'est la connaissance comment être en accord avec l'univers. Donc, son objectif, c'est l'objectif de l'Ayurveda, je veux dire, l'objectif de l'Ayurveda, c'est de nous remettre dans un état d'équilibre pour qu'on puisse effectuer tout ce qu'on doit réaliser, pour qu'on puisse aller vers notre vraie mission de vie, pour qu'on puisse aller vers la spiritualité, parce que si on est trop dérangé par une maladie, on n'est pas disponible en fait. On n'est pas disponible pour un travail spirituel. On est trop, le corps devient trop présent, donc il y a un souci de santé qui prend une grande partie de la vie. Donc l'Ayurveda, c'est la connaissance de comment vivre en équilibre pour pouvoir faire quelque chose de plus important, pour que les questions de santé ne nous dérangent pas trop. Le Jyotish nous donne une possibilité de savoir comment diminuer l'influence de nos karmas, pour que nos karmas négatifs ne nous dérangent pas trop, pour qu'on puisse travailler, avancer et évoluer dans cette vie. Donc les objectifs sont là. L'astrologie ayurvédique, c'est, voilà, comme j'ai dit, normalement c'est fait au moment de la naissance, et on voit la longévité déjà, et on peut voir des problèmes de santé, les problèmes avec la vitalité et l'immunité en général, ce qui va permettre de conseiller de faire des cures en Ayurveda, de faire des postures de yoga, des respirations, donc toutes ces choses-là qui peuvent nous aider à avoir une meilleure qualité de la vie. Mais la meilleure qualité de la vie, le bien-être, ce n'est pas un objectif en soi. Là, il faut comprendre que ça sert à des objectifs beaucoup plus spirituels. Et je pense que c'est vraiment une très jolie phrase et une très jolie façon de peut-être conclure cette introduction à l'Ayur Jyotish, de voir vraiment cette technique comme un guide, du coup, vers l'éveil, prendre soin de sa santé pour être disposé à la quête spirituelle. Et c'est vraiment le but principal, du coup, de l'Ayur Jyotish. C'était une magnifique découverte. Moi, j'ai adoré, j'ai appris vachement de choses. Alors, pour nos auditeurs, je pense que il y a deux, trois petites choses qui sont peut-être encore un petit peu complexes, et c'est normal parce que c'est une science qui est complexe. Enfin, je pense que toi, tu l'as appris sur plusieurs années, ça s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain quand même. Donc, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est des outils qu'on pratique sur du long terme. Peut-être pour nos auditeurs qui aimeraient du coup prendre une consultation avec toi en Ayur Jyotish ou même juste en Jyotish, où est-ce qu'on peut te retrouver pour prendre contact avec toi? Je voulais juste dire que le Jyotish ou l'Ayurveda, ça c'est des sciences qui s'apprennent sur plusieurs vies.
En fait, c'est toujours sur plusieurs vies. On ne pratique pas ça un petit peu comme une activité accessoire. Si vous avez un intérêt envers le Jyotish ou envers l'Ayurveda, un intérêt, je veux dire, pas juste superficiel, mais si vous avez un intérêt suffisamment profond, ça veut dire que vous avez déjà pratiqué cette science dans d'autres vies. Ça ne veut pas dire pratiquer professionnellement, ça veut dire que ça, c'est des sciences qu'on apprend à travers de plusieurs vies. C'est toujours comme ça. On ne peut pas avoir l'intérêt envers ces sciences sans avoir la base, sans avoir créé une base dans des vies antérieures. Donc, peut-être on n'arrive pas à comprendre tout, peut-être il y a des choses qui sont trop complexes. Moi, je suis dans le même cas, oui, en effet, dans cette vie, c'est quelques années que j'apprends, mais je sais que aussi j'apprends déjà depuis plusieurs vies. Et c'est dans cette vie, je le vois juste comme un petit morceau que je peux encore comprendre. Donc, j'en profite de ce temps qui m'est accordé pour pouvoir apprendre un peu plus, comprendre un peu plus, mais je sais que je ne vais pas pouvoir comprendre tout. Donc, j'accepte aussi l'imperfection. Elle est là aussi. Comme on dit que Jyotish, c'est un océan. Donc, au début, on vient avec une petite tasse pour boire dans cet océan. Après, on prend le goût, on vient avec une grande tasse. Après, on peut venir avec un seau de 5 litres, mais ça reste toujours un océan. On ne peut pas le boire. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs vies pour, en effet, pour aller dans ce sens. Ce qui me vient, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées d'aller vraiment dans les profondeurs, dans les profondeurs des études védiques, il faut absolument prier au Gurudev. Donc, on a vu les éléments de la création manifestée, de l'univers manifesté, les 5 éléments, mais il y a aussi des éléments qui sont spirituels, on appelle ça Guru Tattva, donc les éléments de Guru. Donc en astrologie, on associe à la planète Jupiter, et la déité ici, c'est Brihaspati. Brihaspati, donc le gourou des devas, des dieux. Et on prend le contact, on se connecte, on se relie à ce Guru Tattva avec la prière, avec la visite, les pèlerinages dans les lieux sacrés, et surtout avec le contact avec nos maîtres, nos guides. Donc ça, c'est des choses absolument à faire, surtout pour ceux qui sont vraiment intéressés d'aller sérieusement envers le Jyotish. Le Jyotish ne se pratique pas sans gourou. Donc sinon, c'est dans le sens inverse, parce qu'on commence à inventer des choses, on ne peut pas comprendre tout, et du coup on lit quelque chose et on comprend à sa façon. Et ça, c'est l'influence de Rahu, justement. Et pour avoir la lumière, il faut absolument un gourou. Donc, on fait les prières à Gurudev. La prière la plus simple, Om Gurave Nama. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on chante beaucoup dans la lignée dans laquelle je suis. Il y a d'autres prières, mais ça nous permet de nous relier à cet élément de sagesse et de la connaissance. Ici, il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance subtile, c'est la connaissance spirituelle. Voilà, donc j'ai souvent des gens qui me demandent si on peut pratiquer le Jyotish, et je pense qu'il faut, avant de pratiquer, il faut vraiment avoir cette connexion avec soit son Ishtadevata, donc la divinité choisie,
soit avec l'élément de Guru, donc Gurudev, qu'on peut faire avec un mantra Om Gurave Nama. Sinon, il y a Vyasadeva. Vyasadeva, c'est une personnalité qui gère les Védas. Donc, on prie aussi beaucoup à Vyasadeva. Om Vyasadeva Nama. Voilà, donc ça c'est un petit conseil quand tu as parlé des personnes qui peuvent être intéressées. Voilà, sinon moi oui, j'ai un site internet qui s'appelle jyoti-veda.fr et j'ai Instagram, un compte Instagram qu'on peut peut-être mettre en lien avec ce podcast, je pense. Oui, donc du coup, on mettra effectivement toutes les infos en barre de description pour ceux qui aimeraient réserver avec toi. En tout cas, c'est vrai que le fait que tu aies mentionné les gourous pour conclure ce podcast, ça me semble essentiel. On pratique l'astrologie accompagnée d'un maître ou de notre Ishta Devata. Du coup, c'est vrai qu'en Occident, cette notion de maître ou de gourou est toujours un petit peu plus difficile à appréhender pour nous. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Et en même temps, c'est du coup important de mettre l'accent aussi dessus. Oui, c'est pas pour rien qu'on est né en dehors de l'Inde, où cette pratique, elle est absolument naturelle. Donc, il y a toujours les plus petits, dès l'enfance, des plus petites enfances, les enfants apprennent à vénérer leurs ancêtres, à vénérer les maîtres, les gourous. Donc, les temples sont partout, ils vont beaucoup aux temples, ça fait partie de leur quotidien. Et nous sommes nés à l'Occident où c'est perdu, où c'est pas connu. Le mot gourou a des connotations négatives. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance aussi par rapport à ça. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. On est né ici pour éventuellement aller au-delà de ces limitations qu'on a dans notre quotidien et au-delà de l'imitation de notre conception mentale. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de gens qui pratiquent Jyotish, qui pratiquent l'Ayurveda, qui pratiquent le yoga pendant des 40. J'ai vu des gens qui pratiquent depuis une quarantaine d'années, mais ils restent toujours dans la résistance mentale. Et c'est aussi un parcours, c'est aussi une expérience à faire. Et peut-être dans une autre vie, ça va être différent. Mais dans cette vie, on fait avec et on essaie de comprendre que ça, c'est les sciences qui ne sont pas humaines. D'accord? Les Védas n'étaient pas écrites par des humains qui ont fait des expériences et de façon empirique, ils ont déduit qu'il y a 5 éléments dans la nature. Ça, c'est la révélation qui nous était donnée par les sages, par les rishis. Donc, ça va au-delà de notre compréhension. Ça va au-delà de nos capacités mentales, en tout cas, intellectuelles, émotionnelles. Donc, ça nous renvoie à des domaines beaucoup plus ésotérique d'un côté, mais de l'autre côté, c'est spirituel. Ça va au-delà de la connaissance. Ça doit être expérimenté, ça doit être vécu comme les chakras. On peut écrire des livres, on peut créer des vidéos, tout ce que vous voulez, mais tant que vous n'avez pas intégré ça dans votre structure, je veux dire que vous devez le vivre, vraiment vivre cette expérience de ce que c'est le Muladhara chakra. Donc, quand vous ressentez pourquoi c'est la terre, en fait, quand on fait une méditation sur Muladhara chakra, on peut carrément ressentir une odeur de la terre. Ça m'est déjà arrivé, donc juste par la méditation, de ressentir une odeur de la terre fraîchement retournée. Donc, c'est l'élément de la terre, il est associé à l'odorat. C'est pour ça qu'on parle de mercure. Voilà, et tant qu'on n'a pas essayé au moins de nous approcher de façon
à vivre vraiment ce que c'est les chakras, on peut rester toujours dans le mental. On peut dire, voilà, ça veut dire ceci, cela, il y a un petit A, petit B, petit C, etc. Mais ça reste très mental. Tandis que ça, c'est les sciences, c'est vraiment à vivre dans l'expérience. Parce que ça nous permet de sortir du mental, d'aller vers des domaines beaucoup plus subtils, vers l'intuition et vers la guidance spirituelle, la guidance divine. Donc normalement, Jyotish se pratique avec la guidance de Ganesh, de Brihaspati, donc, et la guidance de votre déité personnelle doit être là. C'est pour ça que on ne peut pas pratiquer Jyotish sans travail spirituel à côté. C'est pas possible. Sinon, ça reste dans le mental. Dans le mental, on va dans une erreur. On prend un livre de base comme Brihad Parashara Shastra, donc le texte de base. On peut le lire, mais on ne peut pas le comprendre sans la lumière de gourou, de maître. Et voilà, donc malheureusement, en Occident, on n'arrive pas à comprendre, mais si on est né ici à l'Occident, si on essaie de comprendre cette science, c'est qu'il y a peut-être une contradiction à l'intérieur de nous-mêmes qu'on doit pouvoir en fait transcender, donc on doit pouvoir aller au-delà de ça. C'est peut-être un des défis pour cette vie. Un gros défi. mais carrément. En tout cas, je pense que le maître mot ici est expérience. Et voilà, c'est très important de le souligner. En tout cas, moi, je trouve que c'est une magnifique façon d'exprimer et d'expliquer ce qu'est le Jyotish et l'Ayur Jyotish. Merci beaucoup, Olga. C'était passionnant de t'entendre. Il y a une mine de savoir. Et c'est vraiment incroyable. Et on ressent la connexion que tu as avec tes maîtres et tes enseignants parce que tu peux partager cette connaissance avec nous aujourd'hui. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Merci. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager. Et j'espère que c'était pas trop compliqué. J'ai essayé de faire le plus simple possible, alors même s'il y avait pas mal de termes en sanskrit. Mais voilà, donc j'espère que c'était utile. Et je remercie de tout mon cœur tous mes maîtres et Ganesh qui m'a aidé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est aussi en Guru Pushya Yoga, donc un des yogas de Panchanga, qui est considéré comme une des plus bénéfiques. Donc, c'est une journée magnifique. Et j'espère que ça va permettre à ceux qui écoutent, en tout cas, d'aller découvrir ce que c'est les chakras, ce que c'est les éléments de la nature et comment on peut les voir dans un thème natal. Ben, j'en suis sûre. En tout cas, ça ne pouvait pas être une meilleure journée pour faire ce podcast. Merci beaucoup, Olga. Et puis, on mettra du coup, encore une fois, toutes les informations en description pour nos auditeurs et au plaisir de te réavoir sur le podcast. Merci. Merci beaucoup.